L'odeur de l'encens dans le couloir colle aux vêtements comme la poussière au tissu. Dans les passages étroits entre les murs de pierre, les pans des robes bruissent et chaque mouvement s'entend comme dans un escalier vide. Dans ces murs, les rumeurs courent plus vite que les torches, on cite les noms des favorites, on énumère les couleurs des ceintures, on attribue des intentions au regard. Mais à l'entrée des salles se tiennent des eunuques armés de bâtons, aux tables des scribes avec leurs tablettes, et sur les porte-manteaux, des étiquettes indiquant les heures d'audience. Les rumeurs se heurtent au protocole comme l'eau à un rebord. Elles ne peuvent pas aller plus haut. Là où la foule veut un roman, la chancellerie publie un calendrier. Qui se tient où? Combien de pas jusqu'au trône? Quelle colle sur quelle robe? Et quel jour le tissu à fil d'or est autorisé? Chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-moi d'où vous regardez et ce qui vous semble vrai dans les histoires sur la cour dissolue. Il est important pour moi de voir votre géographie dans les commentaires. Différentes villes entendent différentes légendes. Je vous souhaite une agréable écoute. Nous analyserons l'étiquette du palais en matière de corps et de vêtements à travers les yeux d'une autrice adulte qui connaissait la salle de l'intérieur. Non pas comme un lieu de jeu secret, mais comme une machine à cérémonie. D'un côté, le mythe de l'intrigue incessante, de l'autre, le papier, les horaires, les registres de garde-robe et une série de fonctions où chaque geste est une formule. Les couloirs de pierre du Grand Palais sont organisés comme la comptabilité du pouvoir. Il y a un chemin pour les ambassadeurs, un chemin pour les parents, un chemin pour les abbés des monastères. Il y a un moment où l'impératrice sort pour la prière et un moment où la suite féminine se rend dans les appartements. Anne Comnène, femme adulte à la cour, montre dans ses écrits que l'essentiel n'est pas le désir, mais le cadre. Ici, les vêtements ne sont pas de la peau, mais des documents. La longueur des manches, le motif des broderies, la forme des voiles, le degré de brillance des fils, tout cela témoigne du rang et de la mission. Là où les ragots cherchent à défier les convenances, le registre de la garde-robe correspond à la date de délivrance, à l'occasion et au responsable. Et si, dans les rumeurs, la favorite apparaît hors de propos, le calendrier des audiences rappelle qu'il n'y a tout simplement pas de place pour elle ces jours-ci et que le chemin vers la salle est bloqué par la garde d'honneur. La machine protocolaire est particulièrement visible dans les détails qui échappent au regard ordinaire. Les femmes de la cour, adultes et éduquées, n'entrent dans la salle qu'après le signal du cérémoniaire. Les voiles sont superposés pour cacher les cheveux, mais montrer le bord du motif correspondant au rang. Les mains sont maintenues au niveau de la taille, le pas est mesuré, afin que le tissu ne touche pas le sol inutilement. Les serviteurs vérifient la lumière, afin que le fil d'or n'éblouisse pas les ambassadeurs. Derrière eux se tient un scribe qui note le début et la fin de la réception, les cadeaux apportés et les serments prononcés. Dans cette sécheresse, le corps joue le rôle de porteur de signes. Celui qui tente d'y voir de la débauche se trompe. Si le motif sur le col est différent aujourd'hui, cela signifie que le destinataire de l'audience a changé et non l'intention du regard. L'opposition à l'impératrice aime travailler dans le secret. Les pamphlets ne s'attaquent pas aux décisions, mais aux vêtements. Ils écrivent que la couleur est trop vive, que le pas semblait léger, que le regard s'est attardé. Mais les pamphlets se brisent sur le tableau des gardes. Pendant les jours de fête, l'impératrice se tient entourée, où les distances et les angles sont fixés à l'avance. À côté d'elle se trouvent les femmes adultes de la suite, derrière elles, les eunuques de l'ordre. La distance entre les rangées n'est pas un terrain de jeu, mais une garantie que la parole de l'ambassadeur ne se confondra pas avec les chuchotements de la foule. Chaque couche de vêtements a un nom et un gardien. Chaque bijou a une boîte scellée et une ligne de distribution. Si l'accusation concerne un éclat inconvenant, les archives de la garde-robe sortent un registre
à qui et pourquoi le tissu a été remis, qui l'a reçu et quand l'a rendu, quelle fête était célébrée, à quelle heure la sortie était prévue. Anna présente le regard féminin, non pas comme une confession, mais comme un inventaire des convenances. Ces pages sont sèches, là où l'on s'attendrait à trouver de la passion. Elle note que la cour apprécie particulièrement la modération, car celle-ci empêche la cour de se transformer en marché. Dans son récit, le corps n'est pas un prétexte, mais un ensemble d'obligations. Il doit être couvert conformément au rang, se déplacer selon une trajectoire calculée pour produire l'impression souhaitée et garantir la sécurité. Les regards, sur lesquels les commères insistent tant, sont dans un tel dispositif équivalent au vide. Si la lumière tombe d'une certaine fenêtre, les yeux regardent là où se trouve l'ambassadeur et non là où le narrateur le souhaiterait. Ce n'est pas un roman, mais de la géométrie. Il n'y a pas de pas superflu entre le tapis et le trône. La sécheresse de la cour n'annule pas la cruauté du monde derrière les murs. Les maladies se propagent dans les quartiers, les hivers brisent le dos des porteurs, les inondations printanières emportent les bancs du quai. C'est précisément pour cette raison que le protocole est si sévère. Il sépare le pouvoir du chaos, faisant de la sortie de l'impératrice non pas un événement physique, mais un événement formel. La garde-robe féminine, que l'on pourrait facilement imaginer comme un jouet, est dans ses murs un instrument politique. À travers le tissu, on lit la stabilité. Si le motif et la longueur sont immuables, cela signifie que l'armée recevra sa solde, que les impôts seront perçus normalement, que les navires recevront leur cargaison. Les rumeurs de débauche tentent précisément de porter atteinte à ce signe de stabilité, de détacher le tissu de sa fonction et de lui coller une histoire de désir. Les archives répondent par des lignes et des cachets. Quoi, quand, pour quelle raison? La cour n'est pas aveugle à la jalousie humaine. C'est pourquoi, à côté des registres vestimentaires, se trouvent les registres des sanctions pour diffamation. Leurs pages ressemblent à des livres de comptes. Nom, fonction, accusation, vérification selon le calendrier, amende ou destitution. Il n'y a pas de couleur ici, seulement du rythme. Le regard féminin sur cela n'est ni une défaite ni une victoire, mais une constatation sereine. Pour préserver sa dignité, il suffit de garder la forme. Le corps d'une femme adulte ne devient pas un objet de marchandage tant que son voile est soumis au protocole et tant qu'un scribe avec un sablier se tient derrière lui, prêt à noter qui et quand a tenté de transformer le tissu en prétexte pour un pamphlet. Le mythe de Byzance comme cour débauchée est commode, car il promet un accès rapide au secret. Le document détruit cette promesse. Il montre les escaliers, les stands avec les gardes, les clés des coffres, les sceaux sur les rouleaux, les noms des gardiens. Là où les rumeurs exigent du spectacle, les archives rendent des comptes, et dans ces comptes, on voit l'essentiel. Le regard féminin, armé de la connaissance du protocole, ne romantique pas le pouvoir, mais le ramène à la réalité. Il montre comment le tissu et le pas deviennent le langage de l'institution et comment ce langage survit au pamphlet. Dans le mouvement suivant, nous verrons comment les scandales se brisent sur le calendrier des audiences. Les heures, les angles, les passages, le contrôle des entrées, ce mécanisme froid qui ne sait pas accepter les légendes, mais qui sait enregistrer les présences. Dans les horaires des audiences du palais, on voit une colonne vertébrale à laquelle les ragots ont toujours été inférieurs. Chaque semaine avait ses propres nœuds, les jours pour les ambassades étrangères, les jours pour le Saint-Clite, les jours pour les prières, les jours où la suite féminine accompagnait l'impératrice lors de ses sorties cérémonielles entre le temple et ses appartements. Les passages n'étaient pas reliés par des couloirs, mais par des séquences d'action. Le rideau s'ouvre, le serviteur lève la lanterne, le cérémoniaire fait un geste, les eunuques forment des intervalles, les scribes notent le début et la fin. Lorsque le mot « rencontre secrète » surgissait dans les conversations de la ville, le registre des mouvements
indiquait qu'à cette heure-là, la ligne d'apparat allait du portique à la salle et vice-versa sans bifurcation latérale. Pour en sortir, il fallait enfreindre la formule, ce qui laissait immédiatement une trace dans les registres de service. Les guirlandes de lampes et les tapis ne cachaient pas les pas, ils les comptaient. Les registres du vestiaire servaient de deuxième filtre. Ils ne contenaient pas de décoration pour le plaisir. Pour chaque sortie, le tissu, la couleur, la largeur de la bordure, le nombre de rangées de broderies, le type de couverture était indiqué et l'entrée était accompagnée de la marque de l'artisane et du nom du gardien du coffret. Les femmes de la cour, adultes et professionnelles, étaient tenues de se conformer à ces règles aussi strictement qu'un chef militaire se conforme aux règlements du camp. Si, à la veille des festivités, quelqu'un tentait de faire croire à une atteinte aux bonnes mœurs, le registre des tenues répondait par une ligne laconique « Tel ensemble a été sorti du coffre pour telle occasion, rendu à telle heure, les sceaux sont intacts. » Ainsi, l'intrigue disparaissait du tissu. Le tissu devenait le vecteur du rang et non plus du sujet. Il est particulièrement révélateur de voir comment le protocole intégrait le travail et les responsabilités des femmes. Les préceptrices enseignaient les mouvements et la discipline aussi bien que les professeurs enseignaient la marche au pas sur le terrain d'exercice. La main ne devait pas attirer l'attention, le pas ne devait pas enfreindre la distance, le regard ne devait pas croiser la trajectoire des ambassadeurs. Les entrées et les sorties étaient organisées de manière à ce que la valeur du corps, en tant que symbole du pouvoir, ne se transforme pas en monnaie étrangère. Le regard féminin, qui est entré dans la chronique à travers l'expérience de l'auteur, fixait précisément cela. Le glissement du tissu, selon une ligne précalculée, la lumière sur la broderie exactement telle qu'elle doit être, pour symboliser la stabilité, et pas un brin de plus. Pas de passion, mais une représentation calibrée du monde, où la vanité est dangereuse, car elle perturbe le programme et nuit à la cause. La brochure contre l'impératrice a toujours cherché le chemin le plus court vers le cœur de la foule. Le chemin le plus court passait par l'attribution de signification aux gestes qui n'en avaient pas. La légèreté du pas était qualifiée de frivolité, le changement de teinte du tissu d'audace, l'inclinaison de la tête de signal. Mais de l'autre côté se trouvaient les registres de la sécurité, où étaient consignés les passages et les retards. On y consignait également des informations sur les personnes qui avaient tenté de pénétrer dans la salle sans autorisation, celles qui avaient reçu un avertissement, celles qui avaient été écartées. Dans ces cahiers, la légèreté se transformait en fatigue après une longue attente debout ou en gêne due à un couloir surpeuplé. Le signe de politesse envers l'ambassadeur, que les ragots appelaient « signe secret », figurait dans le registre comme une inclinaison obligatoire selon le protocole. La machine de l'ordre ne comprenait pas les chuchotements. Elle communiquait par le temps et la distance. La cour était un lieu non seulement de splendeur, mais aussi de travail pénible. Les ceintures trop serrées frottaient les épaules des servantes, le froid des sols en marbre leur cassait les genoux, la chaleur des lampes leur desséchait les yeux, les tissus lourds leur tiraient mal le dos. Les notes médicales conservées dans les bureaux à l'arrière faisaient état de vertige pendant les longues heures de service, de tensions dues aux inclinaisons incessantes, d'inflammations causées par les fils dorés qui laissaient de la poussière. Ces notes ne transformaient pas la cour en hôpital, mais donnaient un sens supplémentaire au protocole. La mesure des vêtements et la mesure des mouvements n'étaient pas seulement une question de pouvoir, mais aussi de protection des personnes. Le non-respect de ces mesures entraînait des blessures et des interruptions d'audience, ce qui constituait déjà une erreur politique. Le regard féminin ne voyait pas ici un caprice, mais le prix de la stabilité. Chaque pli supplémentaire était une douleur supplémentaire, chaque pas supplémentaire était un risque supplémentaire. L'opposition entre l'opposition et la chancellerie devenait particulièrement vive lorsque des listes d'épisodes prétendument indécents étaient utilisées.
Ces listes circulèrent dans les bancs, mais à l'entrée du palais, elles étaient d'ordre contrôlé à l'aide d'une liste de contrôle, nom, heure, destination de la salle, composition des personnes présentes, mention des lampes et des portiers, mention du service des eunuques. Les événements s'effaçaient les uns après les autres de la journée, comme du sable entre les doigts. À ces heures-là, l'impératrice était en prière, à celle-ci, le conseil siégeait, à celle-là, on recevait les moines, à celle-ci, on cousait les vêtements liturgiques. Ceux qui tentaient de relier ces heures à des histoires de démarches secrètes se heurtaient au vide du calendrier. Le vide est la réponse la plus froide qui soit. Il détruit même la colère éloquente, car il a pour lui le sceau et le temps. Les archives vestimentaires offraient une autre ligne de défense, économique. Les vêtements de la cour n'étaient pas seulement des symboles, mais aussi des dépenses qui étaient comptabilisées dans les articles. Les scribes avaient des chiffres en mots. Combien de soie avait été utilisé pour renouveler les manches, combien de fils dorés pour les motifs, combien de lin pour la doublure, combien de bougies pour éclairer la salle. Les journaux d'opposition aimaient crier au gaspillage pour le plaisir, mais à côté se trouvaient les devis, où chaque coudée de tissu était liée à une cérémonie, chaque nouveau col à une visite. Les rapports faisaient de la beauté un conte, et du conte un bouclier contre la fiction. Le regard féminin savait compter aussi bien que n'importe quel trésorier. Cela se ressentait dans la chronique. Ce que la foule appelait une pause était inscrit dans le budget comme un signe obligatoire pour l'ambassade, et la conversation s'arrêtait là. On ne pouvait nier que la cour vivait d'intrigues comme d'air, mais les intrigues ne couraient pas dans les corps, elles couraient sur le papier. La lutte pour une place à la table du conseil, pour l'accès à l'oreille du souverain, pour le droit d'être le premier à transmettre une nouvelle, tout cela se passait par le biais de lettres de recommandation et de rapports reliés. La suite féminine y participait par un rôle qui semblait invisible, mais qui maintenait la forme. Surveiller la précision des sorties, vérifier l'intégrité des sceaux sur les coffrets, remplacer en temps voulu les couvertures après de longues heures de service afin que le tissu ne perde pas son éclat. Là où la rumeur mesurait le pouvoir avec les yeux, le protocole le mesurait avec des sceaux. Et si un scandale éclatait quelque part, il s'évanouissait rapidement dans les archives, car il ne trouvait pas sa place dans les registres. Le revirement se produisait chaque fois qu'un récit étranger tentait de s'immiscer dans l'heure d'un autre. Ce fut le cas lorsqu'on tenta d'attribuer un « scandale » au passage solennel sous le portique. En réalité, à cette heure-là, le tapis ne recouvrait que la ligne centrale, tandis que les allées latérales étaient vides, car on y avait posté des gardes armés de chaînes. Il en a été de même pour une autre, conversation près de la cuisinière, qui trouvait sa place dans l'agitation de la cuisine. Les registres indiquaient pour ces heures le service du repas pour les invités du monastère, et l'accès au feu était interdit sans autorisation. Il en allait de même pour l'allusion vestimentaire. Le vestiaire enregistrait la remise d'un voile sombre qui, selon le code, signifiait une mesure de deuil et non pas le désir de se démarquer. Dans ces exemples, répétés à maintes reprises, le mythe se brisait sur le graphique comme une vague sur le quai, et la femme observatrice transformait une histoire bigarrée en une liste ennuyeuse mais immuable. La cruauté de la cour ne se manifestait pas dans la débauche, mais dans la discipline des punitions pour avoir enfreint les règles. Celui qui avait un temps de retard pouvait être démis de ses fonctions pour la saison et privé d'une partie de son salaire. L'atelier qui avait abîmé la bordure payait une pénalité. Le gardien qui n'avait pas remarqué la fissure dans le seau du coffre était démis de ses fonctions. Cela faisait mal aux personnes concernées, et la chronique ne le cachait pas. L'ordre était obtenu au prix de la fatigue d'autrui, mais c'est précisément cette cruauté de la forme qui laissait peu de place au commérage. Aucune indécence ne pouvait avoir lieu là où le chemin vers la salle
était tracé par les pas et les regards de dizaines de témoins dans les rangs, où seuls ceux qui étaient nommés et inscrits pouvaient accéder au tapis. Le conflit avec les feuilles atteignait son paroxysme les jours où l'opposition lançait toute une série d'insinuations, essayant de prendre d'assaut la cour depuis la rue. La réponse ne consistait pas en des cris, mais en une pile de documents. Le règlement des cérémonies, les listes de services, les registres du vestiaire, les journaux de garde, le registre de l'éclairage, les devis des repas. Paradoxalement, ce sont précisément les mains des femmes qui détenaient les clés des coffrets et les aiguilles qui ont apporté une contribution décisive à cette barrière. Leurs signatures sur les retours, leurs annotations sur le bord du tissu, leurs notes sur l'heure du remplacement des couvertures ont rendu l'histoire incohérente et donc impossible. Le regard féminin, dont on aimait dire qu'il dénouait tout, se transformait en une attention particulière portée à chaque nœud, afin qu'il ne puisse être dénoué sans laisser de traces. La chronique avançait et montrait comment le protocole survivait même aux tempêtes politiques. Lorsque le cercle des conseillers changeait, les itinéraires d'entrée changeaient, mais la logique des couches et des distances ne disparaissait pas. Lorsque les finances étaient révisées, le fil doré était coupé, mais le signe sur la porte pour l'accueil des étrangers n'était pas supprimé. Lorsque la maladie décimait les serviteurs, les bancs restaient à leur place et les lampes brûlaient dans l'ordre. Cela semblait être de l'obstination morte, mais c'était précisément cette obstination qui s'opposait à la fiction. Le mythe exigeait une violation vivante, le document répondait par une résistance inanimée. Dans cette lutte, la femme chroniqueuse ne se posait pas en héroïne, elle s'occupait de la comptabilité. La comptabilité l'emportait parce qu'elle ne se lassait pas. Au fil des ans, les archives de la cour s'épaississent et chaque nouvelle tentative de les percer d'un murmure se heurte aux anciens murs. Les femmes adultes de ces salles, habituées à être à la fois visibles et invisibles, laissent des traces qui ne ressemblent pas à des confessions, des marques, des cachets, des signatures, des entailles sur les volets des coffrets, des étiquettes décolorées. Avec les listes de services et les estimations des repas, elles s'assemblent en une longue ligne de négation où chaque « on dit que » est opposé à « il est écrit que ». C'est précisément cette ligne qui représente le regard des femmes sur le pouvoir tel que le comprend l'auteur. Non pas la tentation ou la peur, mais le travail avec une forme qui protège à la fois le pouvoir lui-même et ceux qui vivent sous ses voûtes. Les liasses d'archives, à première vue ennuyeuses, devenaient une carte à partir de laquelle il était possible de reconstituer n'importe quel jour à la cour avec une précision allant jusqu'à la lampe et le pli du tissu. Cette carte montre clairement comment les rumeurs s'abattent sur les espaces vides. Lorsque, dans les boutiques, on prononçait le nom d'une dame de la cour et qu'on lui attribuait des itinéraires impossibles, les registres de sécurité révélaient une série de notes, à quelle heure elle se tenait dans la rangée de droite du portique, quand elle se rendait dans ses appartements, qui l'accompagnaient, quelle gouvernante portait une couverture de rechange, au cas où un vent soudain viendrait défaire sa coiffure. Ces détails résistaient même à l'imagination la plus malveillante. Pour qu'une scène fictive ait lieu, il fallait supprimer plusieurs éléments à la fois. La présence des eunuques, la signature sur la remise des clés du coffret, la note dans le budget des bougies, qui permettait de vérifier la durée de la sortie. Le regard féminin, habitué au tissu comme à un document, voyait cette interrelation sans effort, car ses paumes étaient couvertes de la poussière d'or des fils et du fin maillage des seaux en ruban, et toute cette texture parlait plus fort que les murmures de la ville. Le système ne protégeait pas l'innocence, mais la forme et donc le pouvoir. Chaque cérémonie transformait les corps des femmes adultes de la suite en indicateurs vivants de l'itinéraire. Les pas déterminaient la largeur du couloir, les virages rendaient visible la hauteur du trône, la fermeture des rangs cachait à la vue le passage entre les espaces. Aucune précipitation n'était tolérée, car la précipitation déchire le tissu de l'ordre.
Là où la brochure cherchait des preuves de la légèreté des mœurs, les comptes rendus montraient la lourdeur du travail. Combien de fois, lors d'une sortie festive, la tutrice changeait la position du couvre-lit pour qu'il ne glisse pas? Combien d'épingles revenaient avec des traces de corrosion dues à la transpiration? Combien de coutures se défaisaient au bout de 3 heures de station debout à cause de la laine grossière de la doublure? Même cette rudesse avait un sens. Dans les galeries froides, une douceur excessive conduisait à un rhume, et un rhume à une interruption du service, et une interruption du service à une détérioration de l'image que l'Empire transmettait au monde extérieur. Cette chaîne de causes sèches constituait la meilleure polémique contre la poésie des signes secrets et des passions. L'opposition, n'ayant pas accès à ces vérités ennuyeuses, travaillait par petites touches. Les jours où le conseil décidait des questions économiques et où l'atelier de couture recevait une nouvelle commande pour réparer une bordure, des tracts apparaissaient dans la ville, énumérant les noms, les nuances des tissus et les prétendus échanges de regards. La machine administrative ne répondait pas par des mots, mais par des rapports. Le chancelier vérifiait les horloges, le cérémoniaire vérifiait les registres de sécurité, le vestiaire montrait le mouvement des matériaux, le trésorier, le mouvement de l'argent. Lorsque la chaîne se refermait, le tract restait sans fondement. Parfois, les archives faisaient mention de la source de la rumeur servile, mais le plus souvent, elles laissaient le champ vide. Le fait de ne pas le remplir était le commentaire le plus précis sur le vide de l'accusation. Le regard féminin de la chroniqueuse fixait précisément cette manière silencieuse de réfuter. L'absence de ligne, qui signifie plus que n'importe quelle réplique, car un espace vide ne peut être falsifié ni embelli. Il est important de noter que le protocole n'était pas aveugle aux risques liés à sa propre rigidité. Pendant les saisons où les maladies décimaient les domestiques, où l'intersaison apportait un froid humide, où les nouvelles ambassades se succédaient et où les lampes brûlaient plus longtemps que d'habitude, les palais adaptaient leur itinéraire. Certaines sorties étaient réduites, d'autres transférées vers des passages moins venteux, d'autres encore confiées à des femmes plus âgées et plus expérimentées, dont les mouvements étaient plus stables. Les notes des médecins enseignaient non pas l'endurance à tout prix, mais la modération. Les ceintures trop serrées étaient remplacées par des ceintures plus souples, les broderies trop lourdes n'étaient pas placées sur les épaules, mais plus bas, afin de répartir le poids de manière plus uniforme. Ces ajustements étaient reconsignés dans les mêmes livres que la distribution des tissus et figuraient à côté des dépenses pour la réparation des sols en pierre où glissaient les semelles en cuir. Là où la légende voyait un caprice, le document montrait une adaptation à la charge. La discipline de la cour ne déifiait pas la douleur, elle en tenait compte. Et cela, curieusement, sapait encore plus les histoires de divertissement dans les salles, la fatigue, le risque, la responsabilité et les sanctions en cas d'échec constituaient un mauvais terrain pour une légende sur l'oisiveté. Le point le plus sensible pour les ragots était l'horaire des audiences. Elles découpaient à la journée, comme un couteau dans de la cire, laissant des bords nets. Il était impossible d'insérer une scène fortuite dans ce rythme sans laisser de traces. Pour construire un regard prétendument privé, il fallait supprimer le marquage des tapis et modifier les angles d'éclairage, mais surtout faire sortir les témoins superflus de la salle. Mais les témoins étaient nombreux à la cour. Eunuques, chargés du maintien de l'ordre, scribes, gardiens des coffrets, maîtresses d'apprentissage, artisanes, gardes dans les couloirs éloignés, cuisiniers aux portes arrière. Leurs noms figuraient sur les listes de services et les services étaient liés au salaire et chaque disparition créait un trou dans les comptes. Cet aspect financier était moins visible pour la ville, mais presque invulnérable. Un service interrompu signifiait un trou dans la feuille de paie et un trou entraînait un contrôle. La feuille ne résistait pas à la rencontre avec la comptabilité. Anna montrait méthodiquement cette dépendance.
Le tissu et le temps n'existent pas séparément. Ils sont liés par l'argent, et l'argent aime l'ordre. Une couche importante que le regard féminin ajoutait à cette optique était le langage des gestes dans les limites de ce qui était permis. Extérieurement, il est pauvre. Un pas, une inclinaison, une main levée, un arrêt sur le seuil. À l'intérieur du système, ces mouvements minimaux véhiculent des répliques que seuls les initiés comprennent. Confirmation du statut de l'ambassade, signe de fin de prière, invitation à lire les requêtes, approbation du budget. La mauvaise interprétation de ces répliques, par un observateur extérieur, donne naissance aux histoires préférées de la ville. Mais dans les archives, chaque geste est accompagné d'une feuille indiquant sa signification. Cette inclinaison est obligatoire pour cette fête. Ce pas est dû à l'étroitesse du couloir après les travaux de rénovation. Cette pause est liée au déplacement de la lampe. Ainsi, chaque fois que la feuille attribuait une signification trop dense à un geste, le protocole lui trouvait une explication plus ennuyeuse, mais seule acceptable. Cela ressemblait à une victoire sans éclat, mais à long terme, ce sont précisément ces victoires qui ont créé l'image d'une cour comme une machine froide, impossible à séduire ou à diviser. Pour être juste, l'opposition avait un atout, la morale. La brochure affirmait parfois que la possibilité même d'une réglementation aussi détaillée était déjà une corruption, comme si les femmes étaient transformées en automates et les vêtements en harnais. Les archives répondaient à cela, bien qu'indirectement. Les registres de plaintes contenaient des affaires de violation des convenances, non pas par passion, mais par débauche insensée. Ces affaires étaient punies rapidement et sévèrement, et le verdict contenait 2 mots importants pour l'ensemble du sujet: maturité et responsabilité. Grâce à cet ensemble, la Cour réussissait à renverser la situation. C'était précisément cette forme clairement définie qui protégeait les femmes adultes contre le risque que leur corps ne devienne l'enjeu d'un jeu. Les documents ne parlaient pas de dignité avec emphase, ils la clouaient à la table avec un graphique et un cachet. En fin de compte, le langage de l'étiquette stricte servait de bouclier et non de fouet. Lorsque personne ne peut exiger l'impossible, tout le monde reste dans les limites où ses décisions peuvent être vérifiées. Il devient clair que le regard féminin dans cette chronique n'est pas synonyme de douceur, mais de précision. Il n'embellit pas, il mesure. Il fixe la distance entre la rumeur et le stand de service, entre la nuance du tissu et la ligne de responsabilité, entre le regard et le devoir. Il ne nie pas la cruauté du système, dans lequel on est sanctionné pour un retard et écarté pour une fissure dans le seau, mais c'est précisément pour cela qu'il connaît la valeur de chaque rumeur. Si elle ne contient ni heure ni nom, ce n'est que du vent. Dans cette optique, le scandale cesse d'être un feu et devient un bruit qui étouffe la lampe allumée à l'heure voulue et le pas qui résonne au bon endroit. Au fur et à mesure que les affaires s'accumulaient, l'immunité de la Cour face aux vagues urbaines augmentait automatiquement. De semaine en semaine, de saison en saison, seuls les signes de la politique étrangère et les besoins économiques changeaient, mais la grille sur laquelle était tendu le tissu des cérémonies ne disparaissait pas. Les nouveaux ambassadeurs apportaient d'autres cadeaux, les cours demandaient d'autres réductions, le trésorier modifiait les normes d'éclairage, les couturières modifiaient leur manière de coudre pour plus de solidité, et les rumeurs répétaient le même scénario, comme si quelque part dans ces changements, le corps transparaissait. C'est précisément cette répétition qui trahissait leur artificialité. Les archives disposaient d'une grande mémoire du passé, d'hier, d'avant-hier, des années lointaines, et montraient que tout avait déjà été, sauf les preuves. Le regard féminin lissait le temps, comme une robe, et rendait la salle résistante au drame qui fatigue non seulement les gens, mais aussi les pierres. L'attaque décisive contre le protocole a commencé à une période où la ville était épuisée par les récentes maladies et la pénurie d'huile, et les boutiques
par les querelles sur le prix des bougies. L'opposition a choisi le moment où les citadins écoutent volontiers toute histoire expliquant leur fatigue par le péché d'autrui. Le même jour, des feuilles minces avec le même modèle d'accusation sont sorties de différentes imprimeries, une liste des noms des femmes adultes de la suite, une indication des nuances des tissus, des allusions au rythme des pas et au mouvement de la tête. À l'intérieur, le même formulaire se répétait, comme si des défaillances se produisaient en dehors du protocole, comme si le calendrier des audiences pouvait être divulgué. Les feuilles n'agissaient pas comme des preuves, mais comme du bruit. Leur force résidait dans leur rapidité et leur polyphonie. Mais la machine de la cour ne répondait pas par la vitesse, mais par une lenteur synchronisée. À un endroit, on soulevait des liasses de journaux de garde et de service, à un autre, des registres de garde-robe, à un troisième, des devis d'éclairage, à un quatrième, des notes sur les réserves médicales. Les 4 couches se superposaient et formaient ensemble une carte de la journée où il ne restait plus une seule case libre pour un événement étranger. Le temps était le premier filtre. Les journaux de garde n'étaient pas tenus à la minute près, mais ils consignaient le début et la fin de tous les moments clés. L'ouverture du portique, la formation du cortège, la fermeture des rideaux, le début et la fin des audiences, le changement des lampes et des gardes aux portes latérales, toute tentative d'insérer un geste supplémentaire dans ce schéma exigeait de rompre au moins un maillon. Retarder la fermeture des rideaux de quelques instants, retarder le changement de lampe, réduire l'intervalle au seuil, mais là où quelque chose bougeait vraiment, cela laissait une trace dans les dépenses en bougies et en cruches d'huile, car les lampes brûlaient plus longtemps que d'habitude, et le trésorier posait des questions. Au fil des ans, la chronique a appris cette leçon froide. Le mythe aime l'instant, le document aime la durée, et la durée laisse des traces. C'est au point de dépense que toute feuille se déchirait. Le deuxième filtre était la géométrie des salles. Les feuilles décrivaient des places libres et des coins sans témoins, mais les allées et les lignes de tapis étaient calculées sans espace vide. À chaque place correspondaient des yeux désignés. À un seuil se tenaient les eunuques de l'ordre, au deuxième, les scribes, au troisième, les femmes mentors qui surveillaient la forme des couvertures et la largeur des pas, au quatrième, les artisanes prêtes à remplacer une couture abîmée. Même derrière les portes lointaines, que les citadins considéraient comme des sorties secondaires, vivaient des cuisiniers et des porteurs d'eau, et leurs noms figuraient dans les registres de service. Pour monter la scène sans regards indiscrets, il fallait priver la salle de tous ces petits témoins. Mais les petits témoins étaient rémunérés. Enlever l'un d'entre eux, c'était rendre la liste incomplète. Une liste incomplète conduisait immédiatement à un contrôle du trésorier et du chancelier. Le pamphlet ne pouvait pas compter sur ce contrôle, car le contrôle aime le silence et le pamphlet aime le bruit. La troisième couche était constituée des livres de garde-robe, dont la sécheresse rendait absurde la possibilité même d'un éclat imprévu. La distribution des tissus se faisait selon le principe de l'occasion, un pour la prière, un autre pour la réunion du Synclite, un troisième pour la réception des étrangers. La couleur, la longueur, l'éclat, le nombre de rangées de broderies, l'emplacement de la couture, tout était subordonné à l'événement et se lisait comme un signe. Il était impossible d'inscrire un motif étranger dans ce signe, car il devenait immédiatement visible pour le gardien. Parfois, les couturières apportèrent des morceaux de tissu à réparer qui portaient des traces de sueur et de corrosion dues aux épingles. Les notes consignaient non seulement les dommages matériels, mais aussi l'heure à laquelle le morceau de tissu était revenu. Ces détails microscopiques, qui semblaient ennuyeux de l'extérieur, s'avéraient plus efficaces que n'importe quelle protection. Si un morceau de tissu et le remplacement d'une épingle étaient là et consignés à l'heure près, où était la place pour un éclat imprévu et un geste libre attirant la légende? La quatrième couche, les réserves médicales et les mesures de sécurité.
Les années ont accumulé l'expérience. Un lassage trop serré limitait la respiration. Une longue station debout sur le marbre sans semelle coupait le dos de douleur. Le fil doré produisait de la poussière. Les dossiers médicaux ne dramatisaient pas, mais rationalisaient. Pendant les périodes froides, le rembourrage était renforcé, le lassage était relâché, le poids de la broderie était réparti plus bas. Les journaux de service publiaient des ajustements d'itinéraire afin de réduire le temps passé dans les passages venteux. Ces petits détails faisaient du protocole non pas un instrument de revendication, mais un outil de survie. Et dans cette logique, le corps d'une femme adulte ne devenait pas un objet de légende, car ses mouvements n'étaient mal et pas dictés par le caprice ou la tentation, mais par un ensemble de mesures visant à maintenir une forme générale stable. La légende a du mal à reconnaître que derrière la légèreté du pas se cachait une ordonnance du médecin, et derrière la nouvelle teinte du tissu, une décision de reporter les festivités et de changer l'éclairage afin de ne pas provoquer de migraine chez les servantes. Ensuite, c'était au tour de la vision comptable d'entrer en jeu. Les registres des salaires et des dépenses d'éclairage scellaient de manière invisible tout ce qui se passait dans les salles. Les noms des servantes, des eunuques, des scribes et des gardiens des coffrets défilaient sous les yeux du trésorier chaque décade. Tout scandale, dans l'interprétation de la rue, exigeait que quelqu'un disparaisse de sa case dans le tableau et reste sans mention, ce qui signifiait un retard dans le paiement. L'argent n'aime pas attendre. Là où le journal tentait de brandir la morale, le registre posait la question financière. Qui, parmi les personnes mentionnées, n'a pas reçu ou a reçu sans raison? Il n'y avait pas de réponse. Dans ce silence, le bruit du journal s'éteignait. La chronique, écrite par une femme adulte, a appris à entendre précisément ce silence des chiffres, avec des mots. Si les comptes concordent, le journal n'a rien à dire. Au moment culminant de la confrontation, la chancellerie a décidé d'exposer les liasses de documents dans l'ordre, comme un exemple pédagogique pour ceux qui savent regarder. Sur une longue table étaient posés le règlement des cérémonies, les registres de sécurité, les livres de garde-robe, les devis d'éclairage, les registres de paie, les notes des maîtres d'œuvre et de brèves prescriptions médicales. À côté, on avait posé le tableau des audiences et le plan des salles avec les itinéraires balisés. Personne n'essayait de répondre, car il n'y avait personne à qui répondre. La feuille n'avait pas de nom. Ici, c'étaient les formulaires et les cachets qui parlaient. Ceux qui le souhaitaient pouvaient passer leurs doigts sur les heures, les lignes, les noms. Le tableau se composait tout seul. À l'heure indiquée dans la brochure, la suite se tenait à sa place, les portes étaient regardées, les lampes brûlaient selon le budget, le tissu était distribué selon sa destination. Les artisanes reportèrent les réparations à plus tard, car la ligne d'apparat avait pris du retard. La lueur des bougies s'était avérée superflue et il fallait remplacer les mèches. Là où le tract dessinait un couloir secret, la carte indiquait un passage de service où se tenaient les cuisiniers et les porteurs d'eau. Là où le tract exigeait de lire l'inclinaison, le règlement l'expliquait comme une formule obligatoire de révérence envers le destinataire byzantin. Le résultat s'est avéré sans effet et donc particulièrement stable. Le même jour, le chancelier a ordonné de transférer les documents aux archives et de les accompagner d'une brève résolution sur l'invalidité des accusations. Il n'y avait pas de mots forts, pas de nom d'ennemi, pas même d'indication sur la source des rumeurs. Seule la date, la liste des liasses, les numéros des sceaux et les noms des salles ont été conservés. Cette absence d'émotion a suffi pour que les bancs, qui bourdonnaient encore le matin, se lassent le soir venu. L'opposition a tenté de lancer un nouveau journal, mais celui-ci ne faisait que répéter le précédent et est donc devenu obsolète dès sa parution. La cour, comme auparavant, restait une machine froide où les désirs de la foule ne trouvaient aucune place. C'est ici,
que le rôle du regard féminin proposé par l'auteur devient clair. Il n'est pas gêné par la sécheresse et ne recherche pas le drame, car il voit dans le tissu et le pas le langage de l'institution. Il connaît le prix de la douleur et de la fatigue, n'idéalise pas la punition et la discipline, mais comprend l'avantage de la forme. La protection du corps adulte par la norme, la prévisibilité du chemin, la garantie du temps. Il fait la distinction entre le mythe que recherche le roman et le document qui maintient les ponts. Et donc, lorsque la ville décidera à nouveau d'expliquer ses malheurs par la débauche des étrangers, ce regard se tournera à nouveau vers les tables où reposent les liasses. De ces liasses ne sortent ni confession ni sermon, mais une ligne simple, inquiétante, mais honnête. Les lampes brûlaient à l'heure prévue, les tapis étaient à leur place, les clés étaient rendues dans les coffrets, les gardes correspondaient au salaire. Dans une telle vision du monde, le scandale ne peut exister que là où il n'y a pas de papier. Et dans le Grand Palais, qu'Anna lit comme des archives, le papier est presque partout. La touche finale avant la sortie, la fixation des conséquences. Personne n'a été récompensé pour la journée passée à rassembler des preuves, mais plusieurs personnes ont été sanctionnées pour des notes négligentes. Un scribe n'a pas mentionné la fermeture des rideaux, une artisane a retardé la réparation d'un morceau de tissu et n'a pas noté l'heure de retour. C'était la cruauté du système, mais c'était aussi son assurance. Là où les ragots appelaient au spectacle, le système répondait par sa propre douleur. La précision se payait par l'attention. La défense de la dignité se payait par des frais. Le regard féminin ne cache pas ce prix. Il l'accepte comme une condition de sécurité de la forme qui, malgré toute sa rigidité, a de nouveau résisté au choc des feuilles. Ensuite, les archives de la Cour feront ce qu'elles savent faire de mieux. Elles mettront le dossier de côté, et dans quelques années, il détruira à nouveau le mythe répété, car les noms, les heures et les cachets vieillissent lentement, tandis que la légende vieillit rapidement. À la fin de la journée, celle-ci s'est résumée à quelques lignes. Les lampes se sont éteintes à l'heure prévue. Les tapis sont restés à leur place. Les liasses de documents ont été classées dans les archives avec leur cachet et la date écrite en toutes lettres. Les pamphlets se sont taris, comme le bruit après la foire, car ils n'ont pas trouvé d'heure, de nom et de lieu. Quelques personnes ont été sanctionnées pour leurs notes négligées et la tempête s'est calmée. Le système a payé de sa propre douleur, mais a conservé sa forme. Le regard féminin, persévérant et lucide, a enregistré le résultat, non pas comme une victoire sur l'ennemi, mais comme un ordre préservé, dans lequel le corps adulte reste le signe d'une fonction et non l'objet de l'imagination d'autrui. Le mythe de la débauche s'est à nouveau brisé sur les tableaux froids et les clés dans les coffres, et c'est aussi le choix des gens. Être de garde, noter, vérifier, supporter la fatigue au lieu du spectacle. C'est ainsi que se termine la journée, sans fanfare, mais avec la garantie que demain, les lampes s'allumeront à l'heure et que le tapis ne bougera pas d'un pouce.